À nouveau cette semaine, on est chez PCN à Beaupré pour la chronique santé. À mes côtés, encore une fois, la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette semaine, on parle de plein air, donc d'activité à l'extérieur, et tu nous parles de moyens pour contrer le froid lorsqu'on sort à l'extérieur pendant l'hiver. Oui, alors pour éviter d'avoir froid, il y a certains vêtements qu'on va favoriser par rapport à d'autres. Donc, on veut éviter le coton parce que c'est un matériel qui retient beaucoup l'humidité, retient beaucoup l'eau. On va favoriser la laine et puis des tissus synthétiques qui, eux, l'absorbent moins parce que dès qu'on est humide l'hiver, c'est la règle à retenir, c'est à ce moment-là qu'on va avoir froid. On veut utiliser un système de multicouches qui va nous permettre, en fonction d'un changement de température à l'extérieur ou de notre changement de température, si on est plus actif puis on a plus chaud, de pouvoir s'adapter à la chaleur. La première couche, c'est la couche thermale, celle qui est la plus près de notre corps. Elle, il faut qu'elle puisse évacuer la transpiration facilement. Ensuite de ça, on a les couches isolantes qui vont être tout ce qu'on porte pour avoir chaud. Puis c'est là qu'on va varier en épaisseur dépendamment du froid extérieur puis de notre activité. Et finalement, la couche protectrice qui, elle, est là pour nous protéger du vent, de la neige ou de la pluie, là, comme on sait que ça peut arriver malheureusement l'hiver. Bon, maintenant qu'on a bien respecté ces conseils-là, mais on a quand même froid, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première étape, puis c'est important de l'utiliser en premier, c'est de diminuer les pertes de chaleur. Donc, on veut ajouter des couches, on veut couvrir la tête et le tronc parce que c'est de là qu'on va perdre notre chaleur principalement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là, on va aller augmenter nos gains en chaleur. Donc, boire un breuvage chaud, s'activer, bouger, sauter sur place et manger parce que le fait de digérer va produire de la chaleur dans notre corps. Bon, on ne veut pas se rendre jusqu'à l'hypothermie, mais si jamais on avait trop froid et qu'on avait des symptômes, quels seraient ces symptômes pour reconnaître l'hypothermie? Alors, il y a 3 degrés, si on veut, d'hypothermie. Lorsque c'est léger, on va avoir des frissons contrôlables, puis on va se sentir un petit peu engourdi. Mais si on décide d'arrêter de frissonner, on va être capable volontairement d'arrêter. Au niveau modéré, là, les frissons vont s'intensifier, vont devenir incontrôlables. On va être plus engourdi, on va avoir de la difficulté à articuler. Ça, c'est notre stade modéré. Et finalement, le stade plus sévère, là, on va avoir des pertes de coordination, des comportements inadéquats, une diminution de notre raisonnement. Ça peut se rendre même jusqu'à une baisse de notre fréquence respiratoire puis un arrêt respiratoire. En terminant, peux-tu nous dresser une liste là, des objets qui seraient importants à avoir lorsqu'on part en randonnée ou qu'on fait un sport à l'extérieur pendant l'hiver? Oui, une trousse de base à traîner là, lorsqu'on fait des activités hivernales, ce serait des allumettes et allume-feu. Comme ça, si on est mal pris, bien, on peut l'utiliser. Traîner un canif, de l'eau et de la nourriture, des vêtements chauds de rechange, un matelas thermal léger là, pour pouvoir s'asseoir par terre si on est fatigué. Et puis, ça compléterait notre trousse. Isabelle, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Saviez-vous que la côte de Beaupré et l'île d'Orléans sont les destinations par excellence pour les amateurs de plein air? En effet, on retrouve entre Québec et Charlevoix des dizaines et des dizaines d'activités intéressantes. Les phénomènes naturels tels les chutes, le canyon, les montagnes et la faune rendent le paysage inoubliable. Les amateurs de sentiers pédestres sont choyés car on y retrouve plusieurs points d'intérêt, dont le Sentier des Caps de Charlevoix, les chutes Jean-Larose, la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, le Sentier Mestachibo, le Mont-Sainte-Anne, le Canyon Sainte-Anne et les 7 chutes. Les plus téméraires ne sont pas non plus laissés de côté car des activités comme le parapente et la descente en rappel sont aussi à l'honneur. Le Canyon Sainte-Anne offre également un parcours sur câble aérien à couper le souffle. L'hiver, il ne faudrait surtout pas oublier les randonnées à traîneau à chiens, offertes autant au Mont-Sainte-Anne que sur l'île d'Orléans. À noter que la région est aussi très prisée des motoneigistes à la recherche de sentiers de qualité et de neige abondante. Et quoi de mieux l'été qu'une promenade à vélo sur la majestueuse île d'Orléans? Bref, qu'on désire se détendre ou vivre des sensations fortes, qu'on soit débutant ou initié, la côte de Beaupré et l'île d'Orléans sont au rendez-vous. Je me souviens est une présentation de l'aventure Resto Relax.
Aujourd'hui, pour la chronique Je me souviens, je reçois l'homme aux 1000 anecdotes. Il est aussi comparé à un coureur des bois du temps moderne. C'est également un pionnier dans le monde de l'éducation physique. Bref, tout un homme. Monsieur Winston Kelso, bonjour. Bonjour. Comment tout ça a commencé? Voici, j'ai été un peu orienté vers l'activité de plein air par le milieu scolaire, puis un peu aussi par l'esprit d'aventure que j'avais le goût de vivre à l'époque, quand j'étais en âge de le faire d'une façon plus active. Puis à partir de ça, ben, j'ai voyagé beaucoup un peu à travers le monde. Puis quand je revenais par ici, je voyais ce fleuve, puis je voyais ces montagnes-là, puis je me disais, il faudrait aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis c'était ça ma curiosité, d'aller voir dans les montagnes, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans ce milieu-là. Puis de là est parti mon intérêt pour le milieu du plein air. Puis il faut se dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. J'ai été 35 ans dans le milieu de l'éducation, en milieu collégial, pour enseigner le plein air. C'est ce que je faisais comme métier. J'ai fait ça toute ma vie. Fait qu'à partir de là, il y a un paquet d'aventures qui m'est arrivé à partir de cette façon de vivre-là, qui a fait que ça a donné ça, là, comme qu'est-ce que je suis aujourd'hui, bien, un coureur des bois. C'est vous qui avez initié le Sentier des Caps, entre autres. Vous avez fait des belles découvertes, des beaux vestiges. Disons que j'ai initié le Sentier des Caps, mais je l'ai initié parce qu'il y avait une équipe. Il y avait M. Jean-Claude Pouet, qui était maire de Saint-Tite-des-Caps, il y avait du monde à Saint-Tite-des-Caps qui avait une certaine fierté de leur village, puis ils cherchaient un moyen touristique pour se mettre sur la carte, pour essayer d'avoir du tourisme là. Puis de là est venue l'idée de faire le Sentier des Caps. Mais ça origine beaucoup plus loin que ça. Dans les années 80, je voyageais en Europe, en Afrique, puis j'allais dans les montagnes suisses, dans les montagnes autrichiennes, puis un peu en Afrique, dans les montagnes bleues, puis je voyais les paysans, je voyais le touriste qui allait vers ça. Puis quand je revenais au Québec, je m'en allais dans ces montagnes-là, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. On a une richesse inouïe, puis il n'y a personne qui l'utilise, il n'y a personne qui est conscient qu'on a une richesse inouïe en frais d'attrait touristique. C'est là qu'est venue l'idée avec M. Clouette, puis la population de Saint-Tite. Parce que si la population de Saint-Tite ne s'était pas levée, puis il n'y avait pas eu le guts, la volonté de faire quelque chose, ça ne serait rien passé là. T'sais. Fait que moi, j'étais un peu à l'avant-garde de ça, mais il faut dire merci un peu à toute cette population-là qui voulait avoir un attrait touristique, puis ils l'ont présentement, là, cet attrait touristique-là, par le Sentier des Caps. Puis quand vous avez commencé à défricher, vous avez trouvé des restants de maisons, de fondations qui dataient de plusieurs milliers d'années. Oui, ça, c'est une autre affaire que je ne revenais pas que j'aille tomber sur ça. Un jour, j'étais sur la deuxième pic du Cap Griban. C'est environ mi-chemin Saint-Tite, entre Cap-Tourmente puis Petite-Rivière-Saint-François. J'étais dessus d'une montagne. J'ai décidé de prendre avec ma boussole un bérin qui descend au fleuve. Puis rendu à peu près à 150 mètres du fleuve, j'ai trouvé un plateau, puis il y avait 8 fondations de maisons là. On voyait qu'il y avait eu d'activité humaine. Je suis resté étonné, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu du monde qui s'en sont arrêtés ici. Puis de là, mon idée d'aller voir le ministère de la Culture, qui m'a envoyé des archéologues, puis qui sont allés sur place, ces archéologues-là, donc M. Pintal et Stéphanie Simard. Ils ont fouillé sur place, puis là, à un moment donné, peut-être en l'espace de même pas d'une demi-heure, ils ont commencé à sortir des artefacts qui dataient de 9000 ans. Ça veut dire que, là, 9000 ans, il y avait du monde ici, sur le long de la côte. Puis, là, 9000 ans, il faut se dire, c'est 7000 ans avant la venue du Christ sur la Terre. C'est quoi qu'ils venaient faire là, les autres? C'était-tu les Amérindiens? C'était-tu l'homme de Néandertal? C'était qui, ce monde-là, qui était là? C'est assez captivant quand tu sors les artefacts. On en a trouvé environ 450, là.
Puis c'est juste le début des fouilles. Donc, il y a eu de l'activité humaine là, le 9000 ans. Puis selon les archéologues, le niveau, ce que c'est ce plateau-là, c'est qu'essayer de vous imaginer ou de faire une image. Vous êtes sur le boulevard Sainte-Anne, vous êtes sur la route, boulevard Sainte-Anne. Vous conduisez votre automobile, mettez-vous à environ 150 pieds d'eau au-dessus de la tête. Ce qui veut dire que tout était inondé. L'île d'Orléans, il n'existait pas. L'eau allait peut-être au pied du Mont-Saint-Anne. Mais ce site-là existait. Donc, on a trouvé des pointes de flèches, on a trouvé des pesées pour la pêche marine, on a trouvé des grantoirs, on a trouvé des piquoirs, on a trouvé des percuteurs pour travailler les pierres. On a trouvé un paquet d'indices comme ça qui a fait que c'est d'une richesse incroyable. Bien, je vous remercie. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Vous faites définitivement partie de notre patrimoine. Bien, merci beaucoup. En espérant que ça peut intéresser le monde, mais il y aurait tellement de choses à dire. Alors, ce sera peut-être d'autres occasions, mais je vous remercie beaucoup, mademoiselle. À une prochaine fois. À la prochaine.